Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Mon frère a tout eu en grandissant ». Des voitures neuves, une école privée, tout le tralala. Puis, lors du dîner de Thanksgiving, il a découvert que j'avais 31 millions de dollars et que je l'avais caché. Maintenant, il exige la moitié. Bienvenue à tous. Cette histoire est une véritable leçon de drame familial qui pourrait faire passer même les réunions de famille les plus dysfonctionnelles pour un film de Noël. Imaginez être l'enfant oublié, survivant avec des vélos rouillés et des nouilles instantanées pendant que votre frère, l'enfant roi, est exhibé comme un trophée, voiture neuve, école privée, tout le luxe imaginable. Avance rapide jusqu'à l'âge adulte, vous avez discrètement bâti un empire valant des millions grâce à votre seule détermination, et soudain, lors d'un dîner de Thanksgiving explosif, la vérité éclate comme une bombe. Maintenant, le prince gâté réclame la moitié de votre fortune, soutenu par des parents qui se souviennent soudain que vous êtes de la famille. Est-ce une revanche justifiée ou un karma glacial? Plongez dans cette histoire brutale de favoritisme, de fortune et de conflits familiaux pour découvrir qui est le véritable méchant, ou si tout le monde partage la faute. Vous n'allez pas croire au rebondissement, alors lancez la lecture et décortiquons ce chaos ensemble. J'ai 34 ans, je suis un homme et l'aîné de 2 enfants. Mon frère Tyler, 29 ans, est le favori de la famille depuis sa naissance. Je n'exagère pas, dès le moment où cet enfant a existé, mes parents ont agi comme s'ils avaient gagné à la loterie. Pendant ce temps, j'étais essentiellement le prototype qu'ils toléraient en attendant l'arrivée de la véritable star. Laissez-moi vous décrire à quoi ressemble le favoritisme quand il ne cherche même pas à se cacher. En grandissant, le favoritisme n'était pas subtil. Il était agressif, évident, affiché sur les réseaux sociaux. Tyler a reçu une Honda Accord toute neuve pour son 16e anniversaire, avec un énorme nœud dessus. Mes parents ont invité tout le voisinage pour le voir la déballer comme lors d'une révélation de voiture. Ils ont publié une 50aine de photos sur Facebook avec des légendes disant à quel point ils étaient fiers de leur fils incroyable et combien il méritait ce cadeau pour être un si merveilleux jeune homme. La fête a duré 4 heures. Ils ont engagé un traiteur, il y avait des ballons et une bannière. Mon père a fait un discours sur l'avenir brillant de Tyler et sur le fait que la voiture n'était que le début de toutes les grandes choses qui l'attendaient. Les gens ont applaudi. Tyler a pleuré. Maman a pleuré. C'était comme assister à une cérémonie de remise de diplôme pour avoir reçu une voiture. Pour mon 16e anniversaire, j'ai eu un vélo d'occasion acheté sur Craigslist, de taille trop petit. Pas de fête, pas de publication sur Facebook, juste un « joyeux anniversaire » au petit déjeuner avant que papa parte travailler. Le vélo avait une chaîne rouillée et une selle qui ne restait pas droite. Quand j'ai signalé le problème de la selle, papa a dit que ça me forgerait le caractère de rouler comme ça. J'ai roulé avec ce truc pendant 2 ans avant que le cadre ne se fissure. Et quand il s'est finalement cassé, j'ai dû économiser mon propre argent gagné en tondant des pelouses pour le remplacer. Le contraste n'a échappé à personne. Les parents de mes amis voyaient la nouvelle voiture de Tyler garée dans notre allée, puis me voyaient rouler sur ce vélo pourri et poser des questions. L'explication de mes parents était toujours une variante de « Nous croyons qu'il faut enseigner des leçons différentes à des enfants différents selon leurs besoins ». Traduction, Tyler mérite de belles choses, et pas toi. Mais la voiture n'était que le début du spectacle des inégalités. Tyler est allé dans une école privée chic de l'autre côté de la ville appelée Westmont Academy. 15 000 $ par an, petite classe, préparation universitaire complète. Le campus ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Du vrai lierre sur des bâtiments en briques, une bibliothèque avec des fauteuils en cuir, une cafétéria qui servait de la vraie nourriture au lieu de plats douteux. Ils avaient des clubs de robotique, des équipes de débat, des cours avancés enseignés par des professeurs titulaires de doctorat. Les parents payaient en plus pour des stages intensifs de préparation au SAT intégrés au programme. Moi, j'allais au lycée public Lincoln, où les dalles du plafond fuyaient quand il pleuvait et où la moitié des manuels dataient des années 90. Notre bibliothèque était une seule pièce avec des livres qui n'avaient pas été mis à jour depuis avant ma naissance. Le laboratoire de chimie avait un matériel si ancien que notre professeur s'excusait avant chaque démonstration. Nous avions un seul conseiller d'orientation pour 400 élèves. La préparation à l'université se résumait à un panneau d'affichage avec des brochures sur les collèges communautaires. Quand j'ai demandé pourquoi Tyler allait dans une école privée et pas moi, maman m'a fait asseoir à la table de la cuisine avec une expression sérieuse, comme si elle allait m'expliquer la physique quantique. Elle m'a expliqué que Tyler avait besoin d'un soutien académique supplémentaire parce qu'il était surdoué et nécessitait une attention spécialisée pour atteindre son plein potentiel. Elle disait qu'il avait un style d'apprentissage différent qui exigeait un enseignement individualisé que l'école publique ne pouvait pas offrir. Surdoué. Ce gamin a à peine obtenu son diplôme avec une moyenne de 2,6 dans cette école privée coûteuse, tandis que je maintenais une moyenne de 3,9 dans mon lycée public sous-financé en travaillant 2 fois plus dur. L'idée de Tyler d'étudier consistait à parcourir des résumés 10 minutes avant le cours. Il rentrait à la maison et maman l'aidait avec ses devoirs, en fait, elle en faisait la plupart pendant que Tyler jouait aux jeux vidéo dans la même pièce. Pendant ce temps, j'étais debout jusqu'à minuit à résoudre des problèmes de calcul à partir d'un manuel si dépassé qu'il mentionnait encore les cassettes audio comme une technologie moderne. J'ai demandé une fois un tuteur à mes parents parce que j'avais du mal en chimie.
Papa a dit que les tuteurs coûtaient cher et que je devais me débrouiller en demandant de l'aide à mes professeurs. Sauf que mes professeurs avaient chacun 150 élèves et aucun temps pour une attention individuelle. Mais bien sûr, c'était Tyler qui avait besoin d'une attention particulière. Les doubles standards étaient partout et impossibles à ignorer. Tyler avait des vêtements de grande marque, des chaussures Nike, des vestes North Face, des jeans de créateurs qui coûtaient plus cher que mon budget mensuel pour les repas. Moi, j'avais ce qui était en solde au centre de déstockage, généralement de taille trop grande pour que je puisse grandir dedans. J'ai porté les mêmes 3 chemises en rotation pendant tout le lycée parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre avec l'argent gagné en tondant des pelouses. Les anniversaires de Tyler avaient des thèmes, des décorations et de la nourriture traiteur. Pour ses 13 ans, ils ont loué une section de la salle d'arcade locale et invité toute sa classe. Décoration professionnelle, gâteau personnalisé d'une vraie pâtisserie, sac cadeau pour chaque invité. L'événement entier a probablement coûté plus qu'un paiement hypothécaire. Les miens se résumaient à un gâteau industriel du supermarché, quand on s'en souvenait. La plupart des années, mon anniversaire passait sans qu'on le remarque jusqu'à ce que quelqu'un le mentionne 3 jours plus tard. Oh, c'était cette semaine? Eh bien, joyeux anniversaire en retard. Pas de fête, pas de cadeau, pas de célébration. Juste un autre mardi qui se trouvait être le jour de ma naissance. Quand Tyler a intégré l'équipe junior de basket en 2e année, malgré son niveau médiocre, mes parents ont acheté des abonnements de saison et assisté à chaque match. Il apportait des pancartes avec son numéro de maillot, criait assez fort pour l'embarrasser et publiait des vidéos des moments forts sur les réseaux sociaux. Tyler jouait peut-être 5 minutes par match, surtout à la fin quand le résultat était déjà décidé, mais on aurait cru qu'il était promis à la NBA vu leur comportement. Moi, j'ai intégré l'équipe universitaire de cross-country en première et je me suis qualifié pour les championnats d'État après des mois d'entraînement, courir 6 miles chaque matin avant l'école, faire des séances d'intervalle après les cours, repousser la douleur et l'épuisement. Je me suis qualifié pour la compétition d'État, ce qui était énorme. Seuls les meilleurs coureurs de chaque région se qualifiaient. Vous savez à combien de compétitions mes parents ont assisté? 0. Pas une seule. Ils étaient trop occupés à conduire Tyler à des camps de basket à 3 heures de route chaque week-end. Des camps qui coûtaient $500 la session pour qu'il apprenne des techniques de dribble qu'il n'utiliserait jamais vraiment. Je leur ai demandé une fois s'ils pouvaient peut-être venir à la finale puisque j'avais une vraie chance de me classer. Maman a dit qu'elle essaierait, mais Tyler avait un match important le même jour. Le match était un match de basket junior varsity. Ma course était un championnat d'État. Devinez lequel ils ont choisi d'aller voir? J'ai terminé 3e dans ma série et j'ai reçu une médaille. Je leur ai envoyé une photo par message. Maman a répondu, c'est bien, mon chéri. L'équipe de Tyler a gagné de 12 points. Le message était clair, les réussites médiocres de Tyler comptaient plus que mes réussites exceptionnelles. Quand les candidatures à l'université sont arrivées, l'inégalité a atteint son apogée. Tyler a postulé à une douzaine d'universités, y compris certaines écoles auxquelles il n'avait aucune raison de postuler avec ses notes, des établissements comme USC et l'Université de Boston qui exigeaient une moyenne d'au moins 3,5 et de bons résultats au test. Tyler n'avait ni l'un ni l'autre, mais mes parents étaient convaincus que leur garçon spécial pouvait entrer n'importe où avec la bonne présentation. Ils ont engagé une conseillère privée en admission nommée Jennifer, qui facturait $200 de l'heure pour peaufiner ses essais et élaborer sa stratégie de candidature. Jennifer a travaillé avec Tyler pendant 6 mois, le rencontrant 2 fois par semaine, écrivant pratiquement ses dissertations à sa place et l'entraînant pour les entretiens. Ils ont payé des cours officiels de préparation au SAT coûtant $1 500, engagé un tuteur en mathématiques à $75 de l'heure pour l'aider dans les matières où il échouait, fait venir un tuteur en anglais pour revoir ses essais et ont essentiellement construit toute sa candidature universitaire de A à Z avec une aide professionnelle à chaque étape. Moi, je me suis débrouillé seul. J'ai rempli mon propre dossier FAFSA, écrit mes dissertations pendant les pauses déjeuner à l'école, recherché les universités en utilisant l'unique ordinateur de la bibliothèque scolaire dépassée, postulé à 8 établissements et été accepté dans 6 d'entre eux, y compris mon université publique de premier choix avec une bourse académique partielle. La réaction de mes parents quand je leur ai annoncé la nouvelle? C'est bien. Assure-toi de demander des prêts étudiants parce que nous ne pouvons pas t'aider pour les frais de scolarité. Pas de célébration, pas de fierté, aucune reconnaissance du fait que j'avais obtenu une bourse partielle grâce à mes propres efforts, seulement des inquiétudes immédiates sur la façon dont je paierais le reste. Pendant ce temps, Tyler a été accepté dans une université privée moyenne à 3 États de distance appelée quelque chose comme Henderson College. Rien d'impressionnant, une école privée de niveau intermédiaire avec un taux d'acceptation de 65% qui acceptait pratiquement tous ceux qui pouvaient payer. Mais c'était privé et loin de la maison, ce qui semblait prestigieux aux yeux de mes parents. Ils se sont immédiatement engagés à payer la totalité de ses frais de scolarité, environ $45 000 par an, le logement, les repas, les manuels scolaires et même une allocation mensuelle pour ses dépenses. Des dépenses comme les bars, les restaurants et les voyages de printemps, en réalité. J'ai fait le calcul par curiosité, sur 4 ans, ils ont dépensé environ $200 000 pour l'expérience universitaire de Tyler. Livres, frais de scolarité, logement, allocation, fonds d'urgence quand il dépassait son budget,
billets d'avion pour rentrer pendant les vacances, colis remplis de snacks et de fournitures coûteuses. Chaque centime figurait sur le relevé de carte bancaire que j'ai vu une fois en aidant mon père avec son ordinateur. Ma contribution parentale totale ? $0. Ni pour les frais de scolarité, ni pour les livres, ni pour le logement. Rien. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, maman m'a tendu une carte avec $50 à l'intérieur en disant que c'était pour m'aider à démarrer. $50. Cela couvrait peut-être 2 manuels si je les achetais d'occasion. J'ai travaillé pendant mes études universitaires. Pas un petit boulot étudiant pour de l'argent de poche. Je parle de quart de nuit à temps plein dans un entrepôt de distribution tout en suivant une charge complète de cours. L'entrepôt était cette immense installation à l'extérieur de la ville où l'on stockait tout, des pièces automobiles aux meubles. Je travaillais au quai de chargement, scannant des colis, chargeant des camions, déplaçant des palettes avec un chariot élévateur quand j'étais certifié. L'écart commençait à 22h et se terminait à 6h. 4 nuits par semaine minimum, parfois 5 quand j'avais besoin de plus d'argent. Le travail était brutal, soulever des boîtes pesant jusqu'à 25 kg, scanner et trier des milliers de colis par quart, travailler dans un entrepôt non climatisé, glacial en hiver et étouffant en été. J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient toujours éraflées et couvertes de bleu à force de déplacer des cartons. Je rentrais chez moi en sentant le carton et la sueur. Mon emploi du temps ressemblait à ça, partir pour l'entrepôt à 21h30. Travailler jusqu'à 6h, rentrer en voiture. Douche. Changer de vêtements. Être en cours à 8h à 7h50. Assister aux cours jusqu'à 15h, parfois plus tard si j'avais des travaux pratiques. Aller à la bibliothèque pour étudier jusqu'à 21h parce que mon appartement était trop déprimant et que j'avais besoin de concentration. Prendre un dîner rapide, généralement des nouilles instantanées ou ce qu'il y avait de moins cher au magasin du coin. Dormir de 21h à 21h si j'avais de la chance. Le plus souvent, environ 5 heures avant de recommencer le cycle. J'ai survécu grâce aux nouilles instantanées et au bagel de la veille de la cafétéria du campus. Je me suis lié d'amitié avec les employés de la cafétéria qui me gardaient les bagels restants et me glissaient parfois un sandwich à la fermeture. J'ai mangé beaucoup de repas composés de pâtes nature avec du beurre, parce qu'une boîte de pâtes coûtait 99 cents et que le beurre n'était pas cher. Je m'offrais une pizza une fois par mois quand je pouvais me le permettre. Je perdais constamment du poids parce que je brûlais plus de calories que je ne pouvais me permettre d'en consommer. Mon appartement était un minuscule studio dans le pire quartier de la ville. $450 par mois, ce qui était bon marché pour un étudiant mais absorbait quand même la majeure partie de mon salaire. Il y avait des taches sur la moquette déjà présentes quand j'ai emménagé, une kitchenette composée d'une plaque chauffante et d'un mini-réfrigérateur, et des voisins qui se disputaient assez fort pour être entendus à travers les murs à 3h du matin. La douche fonctionnait à peine, le chauffage était irrégulier, et je suis presque sûr qu'il y avait de la moisissure quelque part dans la salle de bain que j'ai simplement appris à ignorer. J'ai dormi sur un matelas posé au sol pendant les 2 premières années parce que je ne pouvais pas me permettre un cadre de lit. J'utilisais des caisses de lait comme meuble. Je n'avais qu'une seule lampe parce que l'éclairage au plafond faisait trop monter la facture d'électricité. Je portais la même rotation de vêtements jusqu'à ce qu'ils soient usés. Ensuite, je me rendais dans des friperies pour les remplacer. Mon manteau d'hiver avait une fermeture éclair cassée que je maintenais fermée avec des épingles de sûreté. Mes chaussures avaient des trous que je réparais avec du ruban adhésif. Pendant ce temps, Tyler vivait sa meilleure vie à Henderson College. Son Facebook était rempli de photos de soirées de fraternité, de voyages de printemps à Cancun et à Miami, de sorties dans des restaurants chers, de concerts et d'événements sportifs. Il publiait constamment sur son expérience universitaire, comme s'il documentait un film initiatique, des photos avec ses frères de fraternité, tous en tenues assorties qui avaient probablement coûté $200 chacune, des images de bals officiels où il louait un smoking, des escapades de week-end dans des stations de ski et sur des plages. Mes parents payaient tout. Quand j'ai demandé une fois à Tyler comment il finançait tout ça, il a simplement haussé les épaules et dit que maman et papa lui envoyaient de l'argent chaque fois qu'il en avait besoin. Ils veulent que je profite de l'université, a-t-il expliqué, comme si c'était normal. Comme si le fait que des parents financent la vie de fête d'un enfant pendant que l'autre travaille de nuit et mange des nouilles instantanées était une situation tout à fait ordinaire. J'ai obtenu mon diplôme avec $60 000 de dettes étudiantes et des douleurs chroniques au dos après 4 années à soulever des cartons sans arrêt, ainsi que des problèmes de santé liés au stress, maux de tête constants, troubles d'estomac, insomnie même quand j'avais le temps de dormir. Mon diplôme était en gestion de la chaîne logistique, parce que je m'étais intéressé à la logistique en travaillant à l'entrepôt et je me suis dit que je pouvais aussi étudier quelque chose dans lequel j'avais déjà une expérience pratique. Tyler a rejoint une fraternité dès son premier semestre, est parti en vacances de printemps à Cancun 3 années de suite, publiait des stories Instagram depuis les bars chaque week-end, et a obtenu son diplôme en 5 ans parce qu'il a échoué 2 fois en chimie organique et a dû repasser plusieurs autres cours. Mes parents ont payé l'année supplémentaire sans se plaindre. Ils ont aussi payé ses cotisations de fraternité, ses voyages de spring break, les améliorations de son forfait repas, et lui envoyaient chaque mois des colis remplis de snacks et de fournitures coûteuses. En additionnant tout, ils ont probablement dépensé encore $250 000 pour lui sur ces 5 années. Après l'obtention du diplôme,
les choses ont d'une certaine façon empiré avant de s'améliorer. Tyler est revenu vivre à la maison gratuitement pendant qu'il se cherchait et explorait des opportunités. Cette exploration consistait surtout à dormir jusqu'à midi et à jouer aux jeux vidéo pendant que mes parents lui apportaient le petit déjeuner au lit. Il se réveillait vers 11 h, prenait une douche, jouait à Call of Duty jusqu'à 15 h, puis passait l'après-midi à réseauter, ce qui signifiait faire défiler LinkedIn et envoyer occasionnellement des demandes de connexion à des inconnus. Ce mode de vie a duré 18 mois. Il postulait parfois à des emplois, mais refusait tout ce qui n'était pas un poste de direction ou qui ne payait pas un salaire à 6 chiffres. Il n'avait aucune expérience professionnelle en dehors d'un stage d'été en 2e année que mon père lui avait obtenu grâce à un contact, mais Tyler était convaincu qu'il méritait de commencer comme directeur de quelque chose. Il envoyait peut-être 5 candidatures par mois, passait au total 1 heure à chercher du travail, puis se plaignait que le marché de l'emploi était cassé et que les entreprises ne reconnaissaient plus le talent. Mes parents soutenaient totalement cela. Papa disait à ses amis que Tyler était stratégique dans ses choix de carrière et attendait la bonne opportunité. Maman défendait son chômage en disant qu'il prenait le temps de trouver sa voie et qu'il ne devait pas se contenter de n'importe quel travail. Il le laissait vivre gratuitement chez eux, payait sa nourriture, son assurance automobile et sa facture de téléphone, et lui donnait même une allocation pour des dépenses de réseautage professionnel, ce qui signifiait des dîners au restaurant et des rendez-vous dans des cafés où il présentait son expertise inexistante à quiconque voulait bien l'écouter. Moi, j'ai déménagé dans une autre ville pour travailler immédiatement après l'obtention de mon diplôme. J'ai décroché un emploi correct dans une entreprise régionale de logistique, gagnant 42 000 $ par an, ce qui me semblait être le jackpot après des années à survivre avec des salaires d'entrepôt et des petits boulots étudiants. J'ai commencé en juin, 2 semaines après la remise des diplômes. Je n'ai même pas pris de pause. Je suis passé directement des examens finaux à un emploi à temps plein parce que je ne pouvais pas me permettre d'être au chômage ne serait-ce qu'une semaine. J'ai loué un studio qui était pratiquement un placard avec une plaque chauffante, mais c'était le mien et je pouvais me le permettre. À peine. Après le loyer, 800 $, les prêts étudiants, 650 $, les services publics, 100 $, l'assurance voiture, 120 $, l'essence, 80 $, et la nourriture, 200 $ si je faisais attention, il me restait environ 200 $ par mois pour tout le reste. Les vêtements, les urgences, toute forme de vie au-delà de la simple survie devait venir de ces 200 $. Des céréales de marque distributeur pour le dîner la plupart des soirs parce qu'après le loyer et les prêts, il ne restait pas grand-chose. Je préparais mes repas le dimanche, de grandes quantités de riz et de haricots, des pâtes avec une sauce basique, ou la protéine la moins chère en promotion. J'ai appris à cuisiner par nécessité, parce que manger à l'extérieur était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai acheté un cuiseur à riz dans une friperie pour 5 $, et cette chose m'a fait économiser des centaines de dollars au fil des années. Mes parents ne sont jamais venus me rendre visite, pas une seule fois en 3 ans. Trop occupés à financer les différentes entreprises de Tyler, qui nécessitaient tout un capital de départ qu'il fournissait volontiers. Il a essayé le trading journalier pendant 6 mois, convaincu qu'il pouvait gagner des millions depuis sa chambre d'enfance. Papa lui a donné 15 000 $ à investir. Tyler a tout perdu en 4 mois dans de mauvais paris sur les crypto-monnaies et des actions spéculatives qui se sont effondrées. La réaction de mes parents? C'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, il a essayé de lancer une entreprise de compléments protéinés en MLM. Il s'est inscrit comme distributeur, a acheté pour 8 000 $ de stock qu'il a entreposé dans le garage, a passé 3 mois à essayer de convaincre ses amis d'acheter des produits nutritionnels hors de prix, a réalisé peut-être 200 $ de vente avant d'abandonner. Mes parents ont absorbé la perte. Littéralement. Ils ont bu des shakes protéinés pendant 1 an pour écouler le stock. Puis est venue l'entreprise de conseil en médias sociaux. Tyler a créé un site web et des cartes de visite. Il s'est autoproclamé stratège en marketing numérique, malgré l'absence totale de clients ou de résultats prouvés. Mes parents ont payé 5 000 $ pour la conception du site, du logo et du matériel marketing initial. Tyler parlait constamment de son entreprise sur les réseaux sociaux, partageant des articles sur les tendances numériques avec des commentaires du genre « C'est exactement ce que je dis depuis le début ». Il n'a obtenu aucun client en 8 mois avant d'abandonner discrètement le projet pour passer au suivant. Chaque réunion de famille est devenue un événement d'appréciation de Tyler. Les conversations de Thanksgiving tournaient autour de sa dernière idée d'entreprise. Noël concernait ses besoins et ses envies. Le dîner de Pâques était consacré à sa recherche d'emploi et à la façon dont les entreprises ne comprenaient tout simplement pas sa vision. Les membres de la famille lui demandaient ses projets et acquiesçaient comme s'il partageait des idées révolutionnaires, au lieu de demi-idées lues sur des blogs d'entrepreneurs. Pendant ce temps, j'obtenais peut-être 5 minutes d'attention, si j'avais de la chance. Comment va le travail? Bien, c'est bien. Puis retour immédiat à la saga de Tyler. Personne ne demandait des nouvelles de ma progression professionnelle, de mes difficultés ou de mes objectifs. J'étais simplement celui qui était responsable et qui avait tout géré seul, donc il n'y avait rien d'intéressant à discuter. Tyler était celui qui avait besoin de soutien, d'attention, de conseils, de secondes chances infinies et de chèques en blanc pour financer ses illusions. À 26 ans, j'avais remboursé mes prêts étudiants grâce à une budgétisation agressive et à des activités secondaires.
Je vivais avec environ 60% de mes revenus, consacrant tout le reste au remboursement des prêts. Je travaillais des heures supplémentaires dès que possible. J'acceptais des projets de conseil logistique en freelance le week-end. Je vendais mon plasma 2 fois par mois pour gagner de l'argent supplémentaire. Je faisais tout ce qu'il fallait pour éliminer cette dette, parce que j'en avais assez de voir une partie de chaque salaire disparaître en intérêts. J'ai commencé à investir de petites sommes dans des fonds indiciels, apprenant tout ce que je pouvais sur les finances personnelles grâce à des livres de bibliothèque et à des ressources gratuites en ligne. J'ai lu tous les ouvrages de finances personnelles que je pouvais trouver, sur les intérêts composés, les comptes fiscalement avantageux, les stratégies de diversification. J'ai appris ce qu'étaient les Roth IRA, les plans 401(k), avec abondement de l'employeur, la différence entre l'investissement de croissance et l'investissement de valeur. J'ai commencé avec environ $100 par mois d'investissement, augmentant progressivement à mesure que mes revenus augmentaient et que mes dépenses restaient stables. J'ai constamment vécu en dessous de mes moyens. Je conduisais une berline vieille de 10 ans que j'entretenais moi-même après avoir appris les bases de la mécanique automobile grâce à des vidéos YouTube. Je cuisinais tous mes repas à la maison, je me coupais les cheveux moi-même pendant un temps avant d'admettre que le résultat était terrible et de trouver un coiffeur bon marché, et je portais mes vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent littéralement en lambeaux. Chaque prime et chaque augmentation allait directement dans l'épargne et les investissements. La plupart des mois, je pouvais économiser 40% de mes revenus simplement en refusant d'augmenter mon train de vie à mesure que mes revenus augmentaient. À 28 ans, tout a changé. J'ai été recruté par une start-up technologique appelée quelque chose comme Streamlogix. Ils essayaient de révolutionner la gestion de la chaîne logistique pour les entreprises de commerce en ligne, mais leur logistique était un désastre. Les expéditions étaient constamment en retard, la gestion des stocks relevait presque du hasard, et la satisfaction client était au plus bas. Ils avaient besoin de quelqu'un pour construire leur système logistique à partir de zéro, quelqu'un qui comprenait à la fois l'aspect technologique et le fonctionnement concret des entrepôts. Le salaire était bon, environ $85 000, presque le double de ce que je gagnais auparavant. Mais le véritable attrait, c'était le package d'actions, 2% de l'entreprise si je parvenais à faire fonctionner leur réseau de distribution. 2% ne semble pas énorme jusqu'à ce qu'on fasse le calcul de ce que cela représente si l'entreprise réussit. J'ai négocié durement pour obtenir ces parts, sachant que les actions d'une start-up valent soit des millions, soit rien du tout, selon le succès de la société. J'ai passé 18 mois à travailler des semaines de 80 heures, à résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait régler, à bâtir des systèmes depuis la base. J'ai mis en place un nouveau logiciel de gestion d'entrepôt, réorganisé toute leur stratégie d'expédition, négocié de meilleurs tarifs avec les transporteurs, formé le personnel aux bonnes procédures et transformé leur réseau de distribution d'un désastre en l'un des systèmes les plus efficaces de leur segment de marché. La satisfaction client est passée de 60% à 94%. Les délais de livraison ont diminué de 40%. Les coûts ont baissé de 25%. L'entreprise a été rachetée par une grande société quand j'avais 30 ans. Streamlogix était passé d'une start-up en difficulté à un acteur légitime de la logistique du commerce en ligne, et une entreprise du Fortune 500 voulait leur technologie et leur portefeuille de clients. Mon package d'actions valait soudain $8 millions. Après impôts, je suis reparti avec environ $5 200 000 d'actifs liquides réels. Je n'en ai parlé à personne. J'ai continué à vivre dans le même appartement modeste, à conduire la même vieille voiture, à porter les mêmes vêtements achetés en solde. J'ai investi la majeure partie de cet argent de façon conservatrice dans des fonds indiciels, des obligations et des fonds d'investissement immobilier. J'ai continué à travailler parce que j'aimais réellement les défis et que je voulais que ma richesse continue de croître. J'ai constitué un portefeuille diversifié qui a progressé régulièrement au cours des années suivantes. Je n'en ai parlé à personne. J'ai continué à vivre modestement, à conduire la même voiture, à m'habiller de la même façon. J'ai investi prudemment, continué à travailler parce que j'aimais ça, et développé un portefeuille qui a augmenté de façon stable. À 32 ans, j'ai réalisé un autre investissement judicieux dans une plateforme technologique de logistique qui a été rachetée 18 mois plus tard. Cela m'a rapporté $12 millions supplémentaires. Puis une opportunité immobilière a généré encore $4 millions. Quelques autres investissements plus modestes ont aussi bien performé. À 34 ans, je disposais d'un portefeuille d'environ $31 millions. Et je n'en ai toujours parlé à personne. Pourquoi l'aurais-je fait? Toute ma vie, ma famille m'a montré que je n'étais pas une priorité. Ils ont choisi Tyler encore et encore. Je ne leur devais aucune information sur ma réussite. J'ai gardé un style de vie modeste. Un bel appartement, rien d'ostentatoire. J'ai remplacé ma voiture par un modèle fiable mais pas extravagant. Je mangeais parfois dans de bons restaurants. Je faisais des dons discrètement à des causes qui me tenaient à cœur. Je ne mettais simplement pas ma richesse en avant, surtout pas devant ma famille. Pendant ce temps, Tyler, à 29 ans, continuait de se chercher, vivait toujours chez nos parents sans payer de loyer, proposait encore des idées d'entreprise qui n'aboutissaient à rien, et recevait toujours de l'argent de parents qui commençaient maintenant à puiser dans leurs économies de retraite pour financer ses rêves.
Il avait lancé une sorte de service de conseil en crypto-monnaie qui consistait à publier des messages sur le Bitcoin sur Twitter et à se présenter comme conseiller financier malgré l'absence totale de qualification. Mes parents continuaient à me demander quand j'allais me poser, acheter une maison, fonder une famille, et faisaient des remarques disant que je devrais être plus ambitieux comme Tyler, qui construisait un empire depuis leur sous-sol. L'ironie était étouffante. Puis est arrivé Thanksgiving. Cette année, la réunion avait lieu chez mes parents comme d'habitude. Tyler était là avec sa petite amie Madison, qui semblait gentille mais clairement impressionnée par son statut d'entrepreneur. Ma tante et mon oncle sont venus avec ma cousine qui venait de se fiancer. La dynamique habituelle s'est installée. Tout le monde s'extasiait devant la dernière idée d'entreprise de Tyler, quelque chose à propos des NFT et des actifs numériques qui n'avait aucun sens mais sonnait impressionnant. Il portait des vêtements coûteux que mes parents avaient manifestement achetés, parlait de révolutionner le secteur financier tout en vivant dans leur sous-sol. Ma tante m'a demandé comment allait le travail. J'ai répondu que ça se passait bien. J'avais récemment accepté un poste de conseiller principal dans une grande entreprise de logistique. Avant que je puisse en dire plus, Tyler m'a interrompu avec une remarque disant que l'emploi traditionnel était mort et qu'il construisait une richesse générationnelle grâce à la finance décentralisée. Une richesse générationnelle, depuis le sous-sol, à 29 ans. Le dîner a pris la tournure habituelle d'un interrogatoire. Pourquoi n'étais-je pas marié? Est-ce que je possédais un bien immobilier? N'étais-je pas inquiet pour mon avenir? Tyler avait tellement d'ambition alors que moi je me contentais d'un emploi ordinaire. Madison hochait la tête comme si Tyler était un génie des affaires plutôt qu'un chômeur de 29 ans vivant au crochet de ses parents. Puis ma cousine a posé une question sur les investissements. Elle venait de se fiancer et ils économisaient pour un mariage et une maison. Elle voulait des conseils sur la façon de placer leur argent. Tyler s'est immédiatement lancé dans son discours sur les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, altcoin, NFT. Selon lui, l'investissement traditionnel était dépassé. Il prétendait avoir obtenu des rendements importants grâce au trading de crypto-monnaies. Mes parents acquiesçaient avec approbation. Tout ce qu'il disait était faux ou dangereusement trompeur. On ne place pas des économies destinées à un mariage dans des crypto-monnaies. C'était un conseil terrible qui pouvait ruiner leur avenir financier. J'aurais dû me taire. J'avais passé des années à me taire pendant que Tyler était félicité pour sa médiocrité. Mais le voir risquer de saboter la planification financière de ma cousine a fini par briser quelque chose en moi. C'est en fait un très mauvais conseil, ai-je dit calmement. Il ne faut pas placer des économies à court terme dans des actifs volatiles. Pour un objectif à 3 ou 5 ans comme un mariage et une maison, il faut des investissements stables et liquides, des fonds indiciels, des obligations, des comptes d'épargne à haut rendement. Pas des crypto-monnaies. La table est devenue silencieuse. Le visage de Tyler est devenu rouge. Qu'est-ce que tu connais à l'investissement? Tu as juste un emploi ordinaire. J'en sais suffisamment, ai-je répondu. Ah vraiment? La voix de Tyler dégoulinait de condescendance. Combien as-tu gagné avec tes investissements? Quelques milliers? C'était le moment. J'aurais pu reculer, rester humble, garder mon secret. Mais son sourire suffisant, les regards approbateurs de mes parents, l'expression admirative de Madison, tout cela pour un gars qui n'avait jamais rien gagné par lui-même, m'a fait en avoir assez de faire semblant. Environ 30 millions de dollars, ai-je dit doucement. Silence. Total. Absolu. Tyler a ri en premier. Oui, bien sûr. Je suis sérieux. Mon portefeuille est actuellement évalué à environ 30 millions. J'ai commencé avec des actions issues du rachat d'une start-up, puis j'ai fait des investissements judicieux. Ça a très bien grandi. La fourchette de mon père a heurté son assiette avec fracas. Tu as 31 millions de dollars? À peu près, oui. Ma mère me fixait, la bouche ouverte comme si elle essayait d'attraper des mouches. Le rire de Tyler s'est éteint. Tu mens. Impossible que tu aies autant d'argent. Tu conduis une vieille voiture. Oui. Parce que je n'ai besoin d'impressionner personne. L'argent est investi, il travaille pour moi, il fructifie. Mon oncle m'a demandé si j'étais sérieux. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de portefeuille et lui ai montré le résumé. Ses yeux se sont agrandis. C'est incroyable. Bravo à toi. Ma tante avait l'air sincèrement heureuse. C'est merveilleux. Tu as tellement bien réussi. Pour mes parents et Tyler, c'était une autre histoire. Le visage de ma mère est passé du choc à quelque chose de plus dur. Mon père avait l'air de faire des calculs, d'additionner mentalement tout l'argent dépensé pour Tyler. Tyler semblait avoir reçu un coup dans l'estomac. Madison me regardait avec un intérêt nouveau. Ce regard qui dit « Attends, j'ai peut-être parié sur le mauvais frère ». Le reste du dîner a été gênant. Les conversations tentaient de reprendre puis mouraient aussitôt. Tyler me lançait des regards comme si je l'avais trahi. Mes parents semblaient incapables d'assimiler la nouvelle. Ma cousine continuait à poser des questions sur les investissements, auxquelles je répondais volontiers. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la table. Ma mère m'a coincé dans la cuisine. « Pourquoi vous ne nous l'a pas dit ? Pas « nous sommes fiers » ou « c'est incroyable ». Juste une accusation. Parce que le sujet n'est jamais venu. Et honnêtement, pourquoi l'aurais-je fait ? Vous ne vous êtes jamais vraiment intéressé à ma vie. Ce n'est pas juste. Nous avons toujours tenu à toi. Maman,
Vous n'avez assisté à aucune de mes compétitions de cross. Vous n'avez pas contribué un seul dollar à mes études tout en dépensant 200 000 pour Tyler. Vous ne m'avez jamais rendu visite. Ne me dites pas que vous teniez à moi quand vos actes prouvent le contraire. Elle avait l'air blessée. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Tyler avait besoin de plus de soutien. Tyler avait besoin de responsabilité, les jeux coupés. Il avait besoin de parents qui lui apprennent la responsabilité au lieu de financer chaque idée d'entreprise ratée. Il a 29 ans et vit dans votre sous-sol. Ce n'est pas du soutien. C'est de la dépendance encouragée. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Nous devrions en parler en famille. Cette conversation a eu lieu dans leur salon 30 minutes plus tard. Tyler était assis les bras croisés. Madison, à côté de lui, avait l'air mal à l'aise. Mes parents étaient assis en face de moi comme s'il s'agissait d'une intervention. Papa a commencé par me poser des questions sur la façon dont j'avais gagné cet argent. J'ai expliqué les actions de la start-up, les investissements suivants, la stratégie de diversification. Je suis resté dans les grandes lignes parce qu'honnêtement, il n'aurait pas compris les détails de toute façon. Maman voulait savoir pourquoi j'avais caché ça. J'ai expliqué que je n'avais rien caché. Je ne l'avais simplement pas annoncé. Il y a une différence. La richesse n'est pas quelque chose qu'on affiche, surtout pas devant des gens qui ont passé toute votre vie à vous traiter comme moins important que votre frère. Puis est arrivée la partie que j'attendais. Eh bien, a dit Tyler lentement, je pense que ce serait juste que tu partages une partie de cette richesse avec la famille. Nous sommes ta famille. Cet argent devrait profiter à nous tous. J'ai vraiment ri. Le partager? Et pourquoi exactement ferais-je ça? Parce que c'est ce que fait une famille, a lancé ma mère. On se soutient. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Stop. J'ai levé la main. Vous avez soutenu Tyler toute ma vie. Vous avez dépensé des centaines de milliers de dollars pour lui pendant que je ne recevais rien. Vous avez financé son mode de vie, ses entreprises ratées, son adolescence prolongée. J'ai travaillé pour payer mes études sans rien de votre part. J'ai construit ma carrière sans rien de vous. J'ai fait fortune sans rien de vous. Cette richesse existe grâce à mon travail, mes décisions, mes sacrifices. Aucun de vous n'y a contribué de quelque manière que ce soit. Papa a tenté la culpabilisation. Nous t'avons donné un endroit où grandir, de la nourriture, un toit, une éducation. Le strict minimum légal exigé par la loi, les jeux interrompus. Ce n'est pas quelque chose que je vous dois. Ça s'appelle être parent. Vous êtes censé fournir ça. On ne gagne pas des points bonus pour avoir respecté les exigences de base. Le visage de Tyler devenait de plus en plus rouge. Donc tu vas simplement garder 31 millions de dollars pour toi pendant que ta famille galère? Galère? Ai-je répété, incrédule. Tu vis gratuitement dans une maison que possèdent nos parents. Tu manges la nourriture qu'ils achètent. Tu portes des vêtements qu'ils paient. Tu ne galères pas. Tu es un adulte entièrement subventionné par des parents vieillissants tout en prétendant être entrepreneur. Je construis quelque chose. A-t-il crié. Tu ne construis rien. Ai-je répliqué. Tu construis quelque chose depuis 7 ans sans aucun résultat. Tu as perdu des dizaines de milliers de dollars de leur argent dans des combines et des arnaques. Tu as 29 ans et tu ne t'es jamais pris en charge un seul mois de ta vie d'adulte. Madison a bougé nerveusement, commençant clairement à voir ce que je voyais depuis des années. Ma mère s'est mise à pleurer. Comment peux-tu être aussi cruel avec ton propre frère? Comment pouvez-vous me demander de financer le mode de vie de quelqu'un qui n'a rien apporté? Ai-je répondu. Vous avez passé toute ma vie à me montrer exactement la valeur que vous m'accordiez par rapport à Tyler. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je fais le mien. Papa a sorti la carte de la famille. Le sang est plus épais que l'eau. La famille prend soin de la famille. Nous vous avons élevés de la même manière. C'est faux et vous le savez, ai-je dit sèchement. Vous ne nous avez pas élevés de la même façon. Vous avez élevé Tyler comme un prince et moi comme une pensée secondaire. Toutes les ressources, toutes les opportunités, toute l'attention allait vers lui. J'étais juste l'enfant de secours que vous tolériez. Ce n'est pas vrai, a protesté maman. Maman, vous avez manqué ma compétition de championnat d'État pour conduire Tyler à un camp de basket. Vous lui avez acheté une voiture neuve et m'avez donné un vélo cassé. Vous avez payé entièrement ses études universitaires et m'avez dit de contracter des prêts. Arrêtez de prétendre que vous nous avez traités de façon égale alors que nous savons tous les deux que c'est complètement faux. La pièce est redevenue silencieuse. La vérité a cet effet. Tyler a essayé une dernière fois. Écoute, je suis désolé que tu vois ton enfance comme ça, mais c'est du passé. Là, j'essaie de construire quelque chose de réel et j'ai juste besoin d'un capital pour démarrer. En tant que mon frère, quelqu'un qui a les moyens d'aider, je pense que tu as une obligation morale. Je n'ai absolument aucune obligation de financer ton échec continu, ai-je répondu froidement. Tu as eu tous les avantages que je n'ai jamais eus, école privée, études payées, soutien financier prolongé jusqu'à la fin de ta vingtaine. Si tu n'as pas réussi avec toute cette aide, plus d'argent ne réparera pas ce qui ne va pas. Donc c'est ça? A-t-il exigé. Tu vas garder tout cet argent pour toi? Oui, ai-je répondu simplement. Parce que je l'ai gagné, et parce que tu le gaspillerais en un an, comme toutes les autres ressources qu'on t'a données. Madison s'est levée. Je pense que je devrais y aller.
Tyler a à peine remarqué son départ. Il était trop occupé à me fixer comme si j'étais le méchant de l'histoire. Mes parents ont passé l'heure suivante à essayer toutes les tactiques de manipulation possibles, culpabilité, obligation, unité familiale. Que allaient penser les autres membres de la famille? Comment pouvais-je être aussi égoïste? Ne comprenais-je pas tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi? Et ainsi de suite. Je les ai laissés parler jusqu'à s'épuiser. Quand ils ont enfin arrêté, je me suis levé. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit calmement. Je vais partir. Je vais continuer à vivre ma vie et à gérer ma richesse comme je l'entends. Vous allez continuer à encourager l'adolescence prolongée de Tyler jusqu'à ce que vous ayez épuisé votre épargne retraite. Et nous aurons très peu de contacts à l'avenir, parce que cette conversation a clairement montré que vous ne vous intéressez à moi maintenant que parce que j'ai quelque chose que vous voulez. Ce n'est pas juste, a pleuré maman. C'est parfaitement juste, ai-je répondu. Vous avez eu 34 ans pour me traiter comme quelqu'un d'important. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous ne pouvez pas soudain prétendre que je compte maintenant que j'ai de l'argent. Je me suis dirigé vers la porte. Tyler m'a suivi. Tu vas vraiment faire ça? A-t-il demandé. Nous couper comme ça? On ne peut pas couper quelqu'un avec qui on n'a jamais été vraiment lié, ai-je fait remarquer. Difficile de rompre un lien qui n'a jamais existé. Je suis rentré chez moi en silence. Mon téléphone a commencé à exploser moins d'une heure plus tard. Des messages de mes parents, de Tyler, même de ma tante et de mon oncle qui demandaient ce qui s'était passé après mon départ. J'ai coupé les notifications et je suis allé me coucher. La semaine suivante a été un cauchemar de harcèlement. Mes parents appelaient tous les jours. Tyler envoyait de longs messages expliquant que je détruisais la famille, que je lui devais quelque chose en tant que frère, qu'il m'avait toujours admiré et que cela le dévastait. Madison la quittait, ce qu'il m'a reproché en disant que je l'avais humilié devant sa petite amie. Ma mère a créé une discussion de groupe familial pour expliquer qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale et pensait que j'avais peut-être besoin d'aide professionnelle parce que j'étais trop en colère et rancunier. Plusieurs membres de la famille m'ont contacté pour me demander si j'allais bien et ce qui s'était réellement passé à Thanksgiving. J'ai envoyé un seul message dans le groupe familial, je vais bien. J'ai réussi. J'ai bâti ma richesse grâce au travail acharné et à des décisions intelligentes. Ma famille a passé mon enfance et le début de ma vie adulte à me montrer que je n'étais pas une priorité. Maintenant ils veulent accéder à mon argent. J'ai dit non. C'est toute l'histoire. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Mon oncle m'a appelé personnellement pour me dire qu'il comprenait et qu'il était fier de moi. Ma cousine m'a envoyé un message pour me remercier de mes conseils financiers et dire qu'elle avait toujours su que j'étais le plus réfléchi. Quelques autres membres de la famille m'ont contacté en privé pour me soutenir. Mais mes parents et Tyler? Ils ont perdu la tête. Tyler a commencé à publier sur les réseaux sociaux à propos des « fausses familles » et des gens qui oublient d'où ils viennent. Il ne me mentionnait jamais par mon nom, mais c'était évidemment dirigé contre moi. Il postait des citations vagues sur la loyauté, la fraternité et la façon dont l'argent change les gens. L'ironie qu'un homme de 29 ans vivant dans le sous-sol de ses parents et entièrement financé par eux parle de changement lui échappait totalement. Ma mère appelait depuis des numéros inconnus quand je bloquais le sien, laissait des messages vocaux disant que je lui brisais le cœur et qu'elle ne m'avait pas élevé pour être aussi égoïste. La femme qui m'avait donné un vélo rouillé tout en achetant une voiture neuve à Tyler me faisait la leçon sur l'égoïsme. Papa a tenté l'approche rationnelle. Il a envoyé des courriels avec des tableaux montrant que je pouvais facilement donner quelques millions à Tyler pour démarrer et qu'il me resterait largement assez. Comme si j'étais un distributeur automatique censé fournir de l'argent à la famille sur demande. J'ai tout ignoré. Je me suis concentré sur mon travail, mes investissements, ma vie. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui ne savait rien de mes drames familiaux et qui m'appréciait pour ce que j'étais, pas pour ce que je possédais. J'ai fait d'importants dons à des associations qui faisaient réellement la différence. J'ai bien vécu, sans ostentation. 3 mois après Thanksgiving, Tyler s'est présenté à mon appartement. La sécurité m'a appelé parce qu'il ne figurait pas sur ma liste d'invités. Je leur ai dit de le renvoyer. Il a refusé de partir. La sécurité a menacé d'appeler la police. Il s'est mis à crier qu'il était mon frère et qu'il avait le droit de me voir. Je suis descendu pour éviter qu'il soit arrêté. Il avait mauvaise mine, mal rasé, vêtements froissés, regard désespéré. « J'ai besoin de ton aide », a-t-il dit immédiatement. « Non. Écoute-moi juste. Non. S'il te plaît, je te rembourserai. J'ai juste besoin d'un capital de départ pour cette entreprise. Non. Pourquoi tu es comme ça? Sa voix s'est brisée. Je suis ton frère. On est une famille. Tu as tellement et moi je n'ai rien. Comment peux-tu me regarder galérer comme ça? Je l'ai regardé longuement. Cet enfant dans un corps d'adulte qui avait tout reçu toute sa vie et tout gaspillé. Qui avait vécu au crochet de nos parents jusqu'à la fin de sa vingtaine pendant qu'ils vidaient leur retraite. Qui n'avait jamais occupé un vrai emploi, jamais subi de vraies conséquences, jamais construit quoi que ce soit de durable. Tyler, ai-je dit doucement, tu n'as pas rien parce que j'ai tout. Tu n'as rien parce que tu n'as jamais rien construit. On t'a donné tous les avantages pour lesquels j'ai dû me battre, et tu les as tous gaspillés. Ce n'est pas ma faute, et ce n'est pas mon problème. J'ai fait des erreurs, a-t-il admis, mais tout le monde mérite une seconde chance. Tu as eu environ 50 chances,
Les jeux interrompus, financés par maman et papa. Aucune n'a fonctionné parce que tu ne veux pas faire le vrai travail. Tu veux le résultat sans l'effort. La vie ne fonctionne pas comme ça. Donc tu vas me laisser sans rien? Sa voix est montée. Pendant que tu restes assis sur 31 millions $, je vais te laisser exactement là où tes choix t'ont mené, ai-je corrigé, face aux conséquences de tes décisions. Peut-être que de vraies difficultés t'enseigneront ce qu'une vie entière de protection excessive n'a jamais réussi à t'apprendre. Je me suis retourné pour rentrer. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, a-t-il crié derrière moi. Parfait, ai-je répondu sans me retourner. Comme ça, on est quitte. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui depuis. Mes parents essaient encore de temps en temps, des messages d'anniversaire auxquels je ne réponds pas, des cartes de vœux avec des messages culpabilisants sur le pardon familial, des tentatives aléatoires de relancer la conversation que j'ignore. Tyler a apparemment fini par trouver un vrai travail. Un poste débutant dans une entreprise technologique, vivant dans un appartement partagé avec des colocataires, découvrant ce que signifie réellement subvenir à ses besoins à 30 ans. Tant mieux pour lui, j'imagine. Ma vie est meilleure que jamais, une excellente relation, un travail épanouissant, une sécurité financière et la tranquillité d'esprit de savoir que je ne dois rien à des gens qui ne m'ont jamais accordé de valeur avant d'avoir quelque chose qu'ils voulaient. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Quelle montagne russe émotionnelle, pas vrai? Analysons ça de façon réaliste, parce que ce n'est pas juste une jolie fable réconfortante, c'est un regard brut sur des dynamiques familiales devenues toxiques. Honnêtement, je pense que le grand frère a géré la situation aussi bien que n'importe qui à sa place aurait pu le faire. D'abord, respect total pour avoir construit une fortune de 31 millions de dollars à partir de rien. Pendant que Tyler recevait tout sur un plateau d'argent, école privée, voiture, renflouement sans fin, lui enchaînait les quarts de nuit, les dettes étudiantes et toute une vie passée dans l'ombre. Révéler sa richesse à Thanksgiving? Oui, c'était explosif, mais après des années de frustration accumulée, qui ne craquerait pas en voyant Tyler donner de mauvais conseils financiers comme s'il était Warren Buffett? Son sentiment de droit est hallucinant, il exige la moitié comme si cela lui était dû, pendant que les parents jouent la carte de la culpabilité après des décennies de favoritisme évident. C'est triste, mais réel, beaucoup de familles connaissent ce syndrome de « l'enfant préféré », et ça mène exactement à ce genre d'explosion. Les leçons à tirer ici sont précieuses pour tout le monde. Le favoritisme détruit les familles. Le traitement inégal des parents n'a pas seulement blessé le grand frère, il a aussi handicapé Tyler, en le transformant en un homme-enfant de 29 ans incapable de se débrouiller seul. Si vous êtes parent, traitez vos enfants avec équité, pas forcément de manière identique en tout, mais avec le même amour, le même soutien et la même exigence de responsabilité. Le succès a plus de valeur quand il est mérité. La richesse du grand frère vient du travail acharné, de risques intelligents et d'un mode de vie en dessous de ses moyens, pas de raccourcis, pas de cadeaux. C'est un rappel que la persévérance bat le privilège à long terme. Les idées d'entreprise de Tyler ont échoué parce qu'elles reposaient sur des aides constantes, pas sur de vrais efforts. Les limites sont essentielles. Quand la famille est venue réclamer de l'argent, il a posé des frontières claires et s'est éloigné. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation personnelle. Vous ne devez pas offrir l'accès à votre réussite à des proches toxiques, surtout quand ils n'ont jamais investi émotionnellement en vous. Le pardon est facultatif, mais la croissance ne l'est pas. Tyler qui finit par obtenir un vrai travail à 30 ans. C'est un progrès, imposé par la réalité. Pour le grand frère, couper les ponts a apporté la paix, preuve que parfois, la famille la plus saine est celle que l'on construit soi-même. Si cette histoire vous parle, partagez votre avis en commentaire, vous auriez partagé la richesse, ou pas? Discutons-en.